Bonjour, aujourd'hui, on va plonger dans une des plus grandes histoires de détective de la biologie. L'objet du crime, la vie elle-même. Et au cœur de tout ça, il y a un code secret, l'ADN. C'est le plan de base, le manuel d'instruction de tout être vivant, caché dans chacune de nos cellules. Regardez un peu cette image, elle montre bien l'échelle, c'est vertigineux. On part d'une cellule, ok? On zoome à l'intérieur, dans son noyau, et là, on trouve les chromosomes. C'est quoi? C'est juste de l'ADN super compacté. Et si on tire sur le fil, si on le déroule, on tombe sur quoi? Sur cette fameuse structure que tout le monde connaît, la double hélice, le vrai manuel d'instruction de la vie. Et voilà, c'est là que le vrai mystère commence. Pensez-y, pour qu'on puisse grandir, pour que la vie puisse se reproduire, chaque cellule doit faire une copie parfaite de cette immense bibliothèque d'infos. Mais comment? Comment est-ce que ce code incroyablement long et complexe arrive à se copier lui-même, encore et encore, avec une telle précision? Bon, maintenant, place à l'enquête. On est dans les années 50, et les scientifiques sont face à une énigme. Ils ont 3 théories principales sur la table, 3 suspects si on veut, pour expliquer comment l'ADN se copie. Alors, suspect numéro 1, le modèle conservatif. L'idée ici, elle est assez simple. La molécule d'ADN de départ, l'original, reste telle qu'elle, complètement intacte. Elle sert de modèle et à côté, une copie toute neuve est fabriquée de A à Z. Au final, on aurait l'ancienne molécule et une nouvelle, une sorte de photocopie parfaite. Deuxième suspect sur la liste, le modèle semi-conservatif. Là, l'histoire est différente. Imaginez la double hélice qui s'ouvre un peu comme une fermeture éclair. Et chaque côté, chaque ancien brin, va servir de guide pour fabriquer un nouveau brin. Du coup, à la fin, chaque nouvelle molécule d'ADN est un mélange. Un brin ancien et un brin tout neuf. Un hybride, quoi. Et pour finir, notre troisième et dernier suspect, le modèle dispersif. Alors lui, c'est, disons, le plus chaotique. L'idée, c'est que la molécule d'origine est carrément découpée en petits bouts. Les nouvelles molécules seraient donc une sorte de patchwork, un assemblage de morceaux anciens et de morceaux nouveaux. Un vrai méli-mélo. Ok, on a nos 3 suspects. Mais une seule de ces théories peut être la bonne. Pour trancher, il fallait une expérience. Et pas n'importe laquelle, une expérience de génie. C'est là que 2 chercheurs, Meselson et Stahl, entrent en scène. Ils vont monter une expérience qui est, aujourd'hui encore, considérée comme un chef-d'œuvre. Leur idée est brillante, vraiment. Ils vont utiliser une astuce, 2 types d'atomes d'azote, un isotope lourd et un isotope léger. C'est comme mettre les traceurs GPS sur l'ADN. D'abord, ils font grandir des bactéries avec uniquement de l'azote lourd. Tout leur ADN devient donc lourd. Ensuite, ils les transfèrent dans un milieu avec seulement de l'azote léger. En regardant comment la densité de l'ADN change à chaque génération, ils peuvent suivre à la trace les brins anciens et les brins nouveaux. Et voilà les résultats, la preuve irréfutable. Ce que l'on voit, c'est le résultat d'une centrifugation, une technique qui trie les molécules par poids, par densité. Tout en haut, c'est la génération 0, le point départ. Sans surprise, on a une seule bande. Bien en bas, tout l'ADN est lourd, logique. Maintenant, on laisse les bactéries se diviser une fois. Et là, premier rebondissement. Regardez, il n'y a pas 2 bandes, une lourde et une légère, comme on aurait pu s'y attendre. Non, il n'y en a qu'une seule. Elle se trouve pile au milieu. Une densité intermédiaire. C'est notre premier indice et il est de taille. Et rien que ce résultat, il est fatal pour l'un de nos suspects. Lequel? Le modèle conservateur. Lui, il prédisait une bande lourde, l'original, et une bande légère, la copie. Or, on n'a qu'une bande hybride. Donc, c'est terminé pour cette hypothèse. On peut barrer un nom sur la liste. Suspect numéro 1, éliminé. Mais attention, il nous en reste 2 en lice. Pour les départager, il faut aller plus loin. Meselson et Stahl laissent donc les bactéries se diviser une 2e fois. Et là, le verdict tombe. 2 bandes apparaissent très clairement. Une qui est toujours à la densité intermédiaire et une autre, toute nouvelle, qui est complètement légère. Et ça, c'est le coup de grâce. Ce résultat correspond exactement à ce que prédisait le modèle semi-conservatif. Et il élimine le dernier suspect, le modèle dispersif. Pourquoi ? Parce que le dispersif aurait donné une seule bande qui serait devenue de plus en plus légère au fil du temps. Là, on a 2 bandes distinctes. C'est clair, net et précis. Affaire classée. Le coupable, c'est le modèle semi-conservatif. Alors voilà comment ça marche en vrai. La double hélice s'écarte et là, une enzyme star entre en jeu, l'ADN polymérase. C'est elle, l'ouvrière. Elle lit chaque brin et construit le brin manquant en face, brique par brique. À partir d'une molécule, on en obtient 2, parfaitement identiques. C'est d'une efficacité et d'une élégance assez incroyables.
Mais l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais non. Parce que cette magnifique machine à copier, aussi parfaite soit-elle, eh bien, elle n'est pas infaillible. De temps en temps, elle fait des erreurs, des petites fautes de frappe. Et ce qui est fou, c'est que ces erreurs sont en fait l'un des plus grands moteurs du changement et de l'évolution. Cette faute de frappe, on appelle ça une mutation. C'est juste un changement dans l'ordre des lettres chimiques de l'ADN, une petite coquille dans le gigantesque livre de la vie. Mais ces petites coquilles, elles créent de la nouveauté. Elles fabriquent de nouvelles versions des gènes, qu'on appelle des allèles. Et c'est ça la source de toute la diversité du vivant. Alors, elles viennent d'où ces erreurs? Eh bien, parfois, c'est juste la machine à copier l'ADN polymérase qui se trompe, c'est spontané. Mais ça peut aussi être provoqué par des éléments extérieurs, des agents mutagènes. L'exemple le plus connu, c'est les rayons UV du soleil. Ils peuvent carrément casser ou abîmer la molécule d'ADN, et quand la cellule essaye de réparer les dégâts, elle peut faire une erreur. Et là, il y a un point crucial à comprendre. Toutes les mutations n'ont pas le même destin. Si une mutation touche une cellule de la peau, par exemple, une cellule dite somatique, bon, elle restera chez cette personne et c'est tout. Mais si elle touche une cellule reproductrice, un ovule ou un spermatozoïde, là, tout change. Elle devient héréditaire, elle peut être transmise aux enfants. Et c'est à ce moment-là qu'elle entre vraiment dans le grand jeu de l'évolution. Et là, on change complètement d'échelle. Parce que ces tout petits changements, quand ils sont transmis et qu'ils s'accumulent de génération en génération, ils deviennent bien plus que de simples erreurs. Ils deviennent les pages d'un livre d'histoire. Notre histoire, écrite noir sur blanc dans notre ADN. Un exemple tout simple que tout le monde connaît, les groupes sanguins. A, B, O, ce sont juste des versions différentes, des allèles, d'un seul et même gène. En regardant les allèles des parents et des enfants, on peut voir qui a transmis quoi. C'est la base des tests de paternité, par exemple. C'est une lecture directe de cette histoire familiale. Mais on peut remonter beaucoup, beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on sait lire l'ADN d'espèces humaines disparues depuis des dizaines de milliers d'années. Et les découvertes sont renversantes. Tenez-vous bien. Entre 1 et 3% de l'ADN des populations actuelles qui ne sont pas d'origine africaine vient de Néandertal. Oui, on a bien entendu. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait, prouvé par l'analyse des génomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné dans le passé, nos ancêtres Homo sapiens ont eu des enfants avec des Néandertaliens. Et la preuve de cette rencontre est toujours là aujourd'hui, écrite dans notre ADN. Et cet héritage ancien, ce n'est pas juste une anecdote pour les livres d'histoire. Ça a des conséquences bien réelles aujourd'hui. L'exemple le plus incroyable, c'est peut-être celui des populations tibétaines. Leur capacité à vivre à très haute altitude, là où l'oxygène est rare, leur vient d'une version d'un gène hérité d'un autre cousin lointain, l'homme de Denisova. C'est littéralement un super pouvoir hérité de la préhistoire. Alors voilà, on est parti d'une simple question de plomberie moléculaire pour arriver à relire des chapitres entiers de l'histoire de l'humanité. L'étude de l'ADN a ouvert des perspectives dingues. Ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si notre ADN est bel et bien un livre d'histoire, combien d'autres récits, combien d'autres secrets sur qui nous sommes et d'où nous venons attendent encore d'être lus dans ces pages ?